7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins. Ils ont entre 8 et 25 ans et se sont fait connaître dans toute la Côte d'Ivoire. En bande, armés de machettes et de couteaux, ils agressent et volent ceux qui ont le malheur de se trouver sur leur route. On les appelle les microbes. Un mot évocateur pour les habitants d'Abidjan, seule ville ivoirienne pour l'instant concernée par le phénomène. Ils agissent souvent sous l'effet de la drogue, à la nuit tombée, des attaques fulgurantes en quelques minutes que beaucoup redoutent dans la capitale économique. Le phénomène des microbes est apparu en 2011, après la crise post-électorale, d'abord dans la commune populaire d'Abobo. Aujourd'hui, cette nouvelle criminalité urbaine s'étend à d'autres communes voisines, à Tékoubé, à Djamé ou encore plus récemment Yopougon, Cocody. Alors qui sont ces jeunes microbes en Côte d'Ivoire? Comment et pourquoi ont-ils basculé dans la violence? Que raconte ce phénomène sur la société ivoirienne de l'après-crise électorale? Et surtout, comment les réinsérer à 5 mois des élections présidentielles d'octobre prochain en Côte d'Ivoire? C'est un reportage de Charlie Dupiot. Bonjour Charlie Dupiot. Bonjour. Vous avez rencontré plusieurs victimes de ces jeunes délinquants que l'on appelle en Côte d'Ivoire les microbes. Oui, et c'est plutôt facile d'en trouver. Je suis allée dans le quartier Avocatier, au nord de la commune d'Abobo, commune qui compte 1,5 million d'habitants, plus du tiers de la population d'Abidjan. Avocatier, ça veut dire très peu de routes goudronnées, des vendeurs de puces de téléphone, de fruits, de vêtements le long des pistes et un océan de tôles ondulées. Ici, le mot microbe déclenche une parole indignée. Beaucoup d'habitants sont venus à ma rencontre spontanément pour parler au micro, raconter l'agression d'une tante dont une bande de microbes a dérobé le téléphone. On me raconte aussi la frayeur d'une autre victime, une voisine enceinte au moment de l'attaque et qui heureusement n'a pas été blessée. Dans ce quartier, ils sont venus plusieurs fois, comme le raconte cette jeune étudiante. Des bardeurs rouges coléreux, elle tient absolument à témoigner, mais anonymement pour se préserver d'éventuelles représailles. Je marchais avec un ami et ils m'ont agressé. Ils étaient beaucoup, c'était nombreux. Dans un endroit sur la grande voie en tout cas. Maintenant ils ne se cachent plus. Ils avaient des machettes en main. Couteaux, machettes. Ils ont demandé à ce qu'on leur remette tout ce qu'on avait. Heureusement que j'avais pas d'argent, mais ils ont pris le portable. Si tu ne donnes pas tout, tu vas mourir. Donc je leur ai remis le téléphone. Et ils ont agressé d'autres personnes? Plus de 7 personnes. Puisque nous les femmes, on n'a pas d'âme pour lutter. Donc on remet tout. Mais les hommes comme eux aussi ont lutté, ont été blessés. Machetés. On les appelle les microbes. Ils sont très dangereux. Ils sont petits et très efficaces. Ils sont très jeunes, les jeunes de 15 à 16 ans, 17 ans. Ils sont très violents. Ils n'ont même pas de sentiments. Ils ont traumatisé le quartier, c'est pas possible. Voici mon frère du quartier qui est à côté là-bas qui a été macheté. Il a une blessure, on la voit encore à la tête. Des cheveux jusqu'aux sourcils presque. Il sent toujours la douleur. Vraiment, il a échappé à la mort. Faut que l'État trouve des moyens pour que tout ça cesse. Nous, on en a marre de ça là. C'est pas possible. Dans un quartier, on ne peut pas sortir à 21h. J'ai beaucoup peur. Maintenant, même pour sortir, même j'ai des problèmes. Je suis obligée de rester à la maison. Je vis avec les parents à la maison. Je vais encore à l'école. Je suis en 2e année de sciences éco. À l'université? Oui, à l'université. J'ai 25 ans. Je pense à notre avenir. Hein. Si à cet âge-là, on te coupe, s'ils prennent une machette pour couper ton sein, ou bien te défigurer le visage, c'est foutu. Tu ne pourras plus te marier. J'ai peur pour ma vie. Puisque nous ne sommes pas dans les hauts quartiers. Si on était peut-être à Makori, à Cocody, mais comme c'est à Bobo, non, ils n'ont pas le temps pour nous. On se sent à l'écart. On est livré à nous-mêmes, c'est pas possible. Faut qu'on prenne soin de nous aussi. Ici même c'est un village. On n'est même pas tranquille dans notre petit village. Bon, moi je suis Sako Mariam. Je vends les pagnes, je vends les chaussures. On n'est pas en sécurité. Tu caches ton argent. Le peu que tu as là, tu caches. À partir de 18h, ils viennent. Quand ils viennent en groupe. C'est des petits garçons. Ils agressent avec les machettes. Vous avez déjà été victime de ça? Oui. Ça fait maintenant 3 mois. Quand ils sont venus en groupe, sur l'autre voie là, ils ont pris tout ce qu'on avait. J'ai perdu de l'argent. C'était ma recette du jour. Je partais à la maison. 75 à 100 000 francs. Selon mes moyens, c'est beaucoup. J'ai peur que mes enfants deviennent des microbes.
Pour des enfants à bas âge, il faut apprendre à faire quelque chose de tes 10 doigts. Mais si tu apprends à bas âge à voler, tu vas devenir quoi demain? Cette femme, Charlie Dupiot, dit qu'elle a peur qu'un jour son enfant puisse aussi devenir un microbe. Ça veut dire que ces jeunes, donc, ont des parents encore en vie. Oui, c'est le cas de la plupart d'entre eux. En fait, ce ne sont pas des enfants des rues. En général, ils ont un toit et une famille qu'ils choisissent de quitter pour rester en bande et dormir dehors. Parfois, ils reviennent chez eux une fois par mois ou tous les 2 mois pour apporter quelques billets. Mais certains parents refusent cet argent car ils savent d'où il vient. Certes, ces jeunes ont une famille, mais ils sont souvent déscolarisés et sans emploi. Alors, pour lutter contre ce phénomène, certains habitants s'érigent en chasseurs de microbes. Qu'est-ce que cela implique? Ils estiment en fait que la police n'en fait pas assez. L'été dernier, en août 2014, une vaste opération de police menée à Abobo a permis l'arrestation de 122 microbes, dont 5 auraient été tués pendant leur interpellation. Mais les agressions se poursuivent et les jeunes échappent souvent à la police. Plusieurs habitants ont du coup fait le choix d'assurer eux-mêmes la défense de leur quartier. Armés de machettes eux aussi, ils vont, disent-ils, chasser les jeunes microbes, notamment dans les fumoirs. Ce sont les lieux où ils consomment de la drogue pendant la journée. Les jeunes sont ligotés avec plus ou moins de violence et remis à la police. Des expéditions qui sont menées par un homme, ancien combattant pro-Ouattara pendant la crise post-électorale. Je l'ai rencontré, vous allez l'entendre. Il est venu accompagné d'un microbe qu'il a réussi à convaincre de témoigner. Jean moulant, montre dorée, visage adolescent mais le regard dur et fuyant. Il parle un français empreint de Nouchi, le dialecte des quartiers défavorisés d'Abidjan. Moi j'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école au CM2. Souvent tu sors pour commencer à agresser les gens. On peut être 10, 20, 30 quand on sort. Souvent on a les machettes, souvent on a les couteaux. J'ai déjà blessé beaucoup de gens. Même si la personne est vieille, même si c'est un enfant, bon. Mon papa est pauvre, ma maman est pauvre. Bon, il me dit souvent qu'il ne doit pas mourir dans la pauvreté, quoi. Donc, c'est ce qui fait que, bon, souvent, il arrive à agresser les gens. Tout l'argent est gars pour moi. Mais là, d'ailleurs, on voit que tu as un beau t-shirt, une chaîne. Ça fait combien de temps que tu as un microbe? 5 ans. Tu es devenu microbe pendant la crise? Oui. Les FSI, là, ils faisaient combat et parfois, nous, on prenait les machettes. Bon, c'est pas pour aller combattre les miliciens, c'est pas aller voler sur les mains. Parfois là, les pauvres bagous là, on peut les agresser et puis bon, c'est quand ils se jouent les durs là, on peut les faire du mal bon. Parfois mais ils arrivent à les blesser même. Les gens des bagous, s'ils ont voté pour bagou là, on peut les voir sur la route bon. Vous visiez surtout des pro-Gbagbo qui partaient d'Abobo parce que c'est un quartier qui soutenait surtout Alassane Ouattara, donc c'est pour ça qu'ils fuyaient. Et pourquoi tu t'attaquais à des pro-Gbagbo? Tout le monde soutenait Alassane Ouattara. C'est Koné Abou. Ancien combattant. Ancien combattant, bien sûr. Puisque je coordonnais une équipe de 151 personnes. J'étais le responsable. Nous sommes tous des pro-Ouattara. Bien sûr qu'on ne chassait pas les enfants. Ils nous savaient, bien sûr, il faut le dire. Ce soir, il peut prendre des sacs de munitions pour nous suivre. Le petit qui est à côté m'a dit, donne-moi des munitions. Et je me recharge. Non, ils ne combattaient pas, c'est les enfants qui nous suivaient. Mais si aujourd'hui, moi, je vous dis que peut-être après la guerre, mon groupe, il n'y a pas eu de microbes, ça c'est faux. Puisque mon groupe, la majorité n'a même pas pu être intégré dans l'armée. Peut-être que c'est possible qu'il y en ait qui soient devenus des microbes. Si, bien sûr. Il y a d'autres qui sont allés vendre la drogue, qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a d'autres qui sont allés voler, qui se retrouvent en prison. Il y a d'autres qui sont là comme ça, qui font rien. Ce sont vos combattants qui ont défendu le président actuel, qui ont finalement aussi contribué à ce phénomène de microbes. Mais il y a plein, mais il faut le dire. Est-ce que le président actuel, même si tu lui poseras la question, il ne peut pas te dire, il y a tel nombre de personnes que moi j'ai recruté pour combattre à Bobo, il ne peut pas le dire. C'est même pas bon pour le pouvoir. Vous comprenez? Et il y a des militaires actuels qui exploitent ces enfants, des 168 mouvements d'Abobo. Et cette histoire d'intérêt. Ce sont des militaires qui veulent, pour compléter leur fin de mois, dealer de la drogue. Ils ne comptent même pas si les salaires. Ouais. Et aussi ce qu'on appelle les syndicalistes qui ne sont pas forcément militaires. Oui, qui ne sont pas militaires, qui sont anciens combattants, qui utilisent les mêmes enfants. Vous pouvez les demander. Est-ce que tu revends de la drogue, toi? Ouais, vendait la drogue. On a un VPA, c'est lui qui nous donnait les drogues à vendre. Ne le faisait pas l'armée. C'est un syndicat. Vous vendiez à qui la drogue? Les vieux comme les enfants
Et celui qui va se lever pour compromettre ça, on se lève contre toi. Je suis l'ennemi de plusieurs militaires à Bobo. Tu es devenu gênant pour nous. Parce que je suis en train de combattre ces phénomènes. Parce que j'ai arrêté des enfants. J'ai commencé à casser des fous moi. Mais si maintenant le gouvernement veut bannir ça, il faut appeler les gens vraiment qui peuvent vous donner des informations. Mais si le gouvernement ne fait pas, c'est les populations qui seront dessus d'eux. Puisque la majorité de ceux qui vivent à Bobo s'élèvent, 99% sont les militants. C'est les militants d'Alassane qui se font agresser à 4h du matin par les enfants. Les microbes, un enjeu devenu crucial dans une commune qui, en 2010, a voté effectivement largement en faveur d'Alassane Ouattara, le candidat dit du Nord. On l'a entendu, certains de ces microbes, Charlie Dupiot, ont pris part à des combats aux côtés des miliciens pro-Ouattara pendant la crise qui a suivi le second tour des élections présidentielles en novembre 2010. Oui, et ces violences post-électorales ont fait plus de 3000 morts en 5 mois, selon l'ONU. Après la crise, l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a lancé un vaste programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Il prévoyait des formations scolaires ou professionnelles pour réinsérer dans la société des anciens combattants, notamment ceux pro-Ouattara des FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pourtant, on le comprend, au vu de l'ampleur de ce phénomène des microbes, cette réinsertion est loin d'être achevée et le pays continue de porter l'héritage de cette période trouble. Depuis décembre 2014 se tient le premier procès civil sur cette crise à Abidjan avec la condamnation de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président, condamné à 20 ans de prison ferme et qui s'est pourvu en cassation. Héritage de la violence, donc, avec en toile de fond l'élection présidentielle dans 5 mois. La question des microbes est pour le moins sensible. J'ai rencontré un responsable d'association qui a travaillé pendant plusieurs années dans la commune d'Abobo. Il témoigne anonymement. Le phénomène des microbes est né précisément à partir de 2011, après la crise post-électorale. À l'époque, Abidjan était sous l'emprise du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Et pour pouvoir le combattre, la résistance est partie d'Abobo. Abobo était réputé être pro-Ouattara via le commando invisible. C'est le nom qu'ils se sont trouvés eux-mêmes parce qu'ils avaient une façon guerrière de combattre qu'on appelle la guérilla. C'est-à-dire qu'ils peuvent combattre sans qu'on ne sache qu'il y a des combattants. Ça fait que dans cette commune où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de personnes avaient fini par toucher aux armes. Le fanatisme aidant, l'enjeu politique a été approprié par les jeunes eux-mêmes, mais ils étaient d'abord ex-combattants avant d'être, pour certains, devenus des microbes. Par la suite, on a découvert aussi que le phénomène des microbes ne s'arrêtait plus seulement qu'à Bobo. 2013, ce phénomène a commencé à être aussi aperçu dans d'autres communes de la ville d'Abidjan. Donc ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, les actions qu'ils mènent ne sont pas politiques. Même les gens du parti de Ouattara aussi sont attaqués. Est-ce que ces jeunes-là agissent pour d'autres, encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu malheureusement, entre-temps, plusieurs mouvements à Bobo. Et il y a eu le mouvement des syndicalistes. Ce sont les syndicats qu'on a qualifiés de Nyamboro. C'est Parabu qui porte le nom des syndicats d'ailleurs. Il y en a beaucoup dans les transports en commun. Leur action consiste à enregistrer les véhicules qui circulent sur un espace donné, un territoire. Et l'idée est que lorsque vous avez beaucoup de quartiers ou beaucoup de véhicules sous votre contrôle, vous avez beaucoup plus de revenus. Mais vu leur nombre, il faut régulièrement se combattre pour pouvoir occuper davantage d'espace et avoir plus de revenus. Et là, il y a eu aussi les jeunes qui ont été sollicités. Donc ils sont utilisés par moment pour pouvoir aider à combattre des adversaires parce qu'ils avaient certains prérequis en matière de combat. Ce sont des combats violents où il y a des blessures graves, parfois des morts d'hommes, avec des bois, avec des machettes. Donc il faut des personnes qui savent les manipuler. Beaucoup se sont inscrits dans cette logique de pouvoir prêter ou de pouvoir monnayer leur force contre quelques biais. Sachant qu'ils n'ont plus trop d'espoir. La difficulté, c'est ça, ils n'ont plus d'espoir. Ils savent qu'ils ne pourront pas être tous réinsérés. Ils se sentent obligés de persister dans ce qu'ils font. La question aussi qui se pose, c'est celle de la reconversion des anciens combattants. C'est une question sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que eux tous, ils ont vraiment envie d'être insérés? Ils n'ont pas tous la volonté. Et cette reconversion elle est délicate parce que d'abord, il y a eu beaucoup de combattants.
ces combattants étaient très jeunes, pour la plupart, et beaucoup aussi sont illettrés et analphabètes. Donc il va falloir aussi sensibiliser à la fois ceux qui doivent être reconvertis, mais toute la société entière pour qu'elle puisse ouvrir ses bras à tous ces jeunes qui à un moment ou l'autre ont été d'un camp ou de l'autre. En tout cas, c'est une question politique, sensible. C'est pour ça que vous voulez témoigner plutôt anonymement. Je dis c'est un débat qu'on pourrait qualifier aussi de politique. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. En octobre 2015. Or là, c'est juste une question profonde de sécurité. Et quand on parle de sécurité, ce n'est pas un parti politique ni un autre, c'est tout le monde qui est concerné pour efficacement trouver des solutions aux différents maux qui minent la société ivoirienne. Ces syndicats de transporteurs, Charlie Dupiot, qui n'ont de syndicats que le nom, élaborent en fait des barrages pour racketter les habitants. Oui, c'est ça. J'ai moi-même assisté à une scène de raquette quand j'étais en voiture dans un bobo près de la mairie. Des hommes en groupe dont certains paraissaient armés encerclaient un taxi stoppé sur le bord de la route. On m'a confirmé que ces hommes appartenaient bien à l'un de ces fameux syndicats de transporteurs, syndicats qui ont donc parfois recours à des jeunes. L'instrumentalisation des jeunes, c'est une longue tradition dans ce pays, au-delà d'ailleurs de la dernière crise. Oui, on pourrait notamment parler de la FESI, la Fédération des étudiants et scolaires de Côte d'Ivoire. C'est un syndicat étudiant né au début des années 90 qui a été très violent et qui a soutenu le président Gbagbo, notamment pendant la crise post-électorale. La FESI a recruté dans les campus, mais aussi dans les collèges et dans les lycées pour de l'argent. Et aujourd'hui, les jeunes microbes font eux aussi de basse besogne pour quelques billets. C'est ce que nous explique Fayraman Rodrigue Koné, sociologue, enseignant au Centre de recherche et d'action pour la paix à Abidjan. Je suis Fayraman Rodrigue Koné, je suis sociologue ivoirien. C'est la virulence de ces enfants qui est véritablement choquante. On peut estimer qu'il y a véritablement une sorte de particularité du quartier d'Abobo et peut-être d'Adjamé à Tekoubé qui a produit ces microbes, liés aussi à la manière dont la violence post-électorale s'est déployée dans ces quartiers. Là où cette crise électorale est un facteur important dans le phénomène des microbes, De décembre 2010 à mars 2011. c'est parce que ces enfants ont participé plus ou moins à cette violence politique massive en étant des indices des différents groupes armés qui étaient dans la commune d'Abobo. Pour Ouattara, on parle du commando invisible. Ce sont souvent des enfants qui pouvaient aisément, par la petitesse de leur forme, les microbes invisibles à l'œil nu, se glisser et faire de l'espionnage, du renseignement, montrer la position du groupe de Laurent Gbagbo. C'est poussé par les adultes qu'ils ont fait exploser les barrières de la morale. Et je ne ferai pas une analyse dans le sens que ce sont les pro-Gbagbo qui portent la violence, ce sont les pro-Ouattara. C'est la classe politique ivoirienne qui instrumentalise les jeunes. Maintenant, il ne faut pas non plus donner plus d'ampleur à cela en montrant qu'il y a eu véritablement des hordes d'enfants de 9 à 15 ans qui combattaient. Mais la crise post-électorale a donné un message fort à ces enfants. On leur a toujours dit qu'il ne fallait pas voler, il ne fallait pas tuer, il ne fallait pas ainsi de suite. Mais du coup, ils ont vu que les adultes qui ont fixé ces règles, eux-mêmes, ont cassé les limites de ces règles. Cette violence politique a fait élever des héros qui se sont faits par la violence. Tout le système de la rébellion des chefs de guerre, ainsi de suite, qui portait tête aux forces de sécurité, et ils ont réussi à s'imposer. Cela communique des modèles aux plus jeunes. En tout cas, la criminalité portée par ces jeunes-là, ces microbes, est également une porte d'entrée pour comprendre toute la crise de la société ivoirienne. Les microbes, symptômes d'une société ivoirienne à l'unité encore fragile et qui se relève à peine de ces années de crise. Après le flash, nous partirons dans d'autres quartiers d'Abobo et notamment là où les jeunes microbes se rassemblent avant de partir en expédition à la nuit tombée. Ça sera juste après le flash. Restez avec nous. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins auprès de ceux que l'on appelle les microbes, ces enfants ou adolescents qui sévissent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Machettes, couteaux ou jets de pierre, tous les moyens sont bons pour voler téléphone, quelques billets ou des bijoux. Ils agressent surtout dans la commune d'Abobo, où vit plus d'un tiers de la population de la capitale économique. Difficile pour les habitants de les voir encore comme des enfants malgré leur jeune âge. Et la vindicte populaire s'abat parfois sur ceux qui sont arrêtés par les habitants eux-mêmes lors d'une agression. Alors bien sûr, Abidjan, ce n'est pas l'Amérique du Sud, petite ville, près de 4 millions d'habitants, mais le phénomène des microbes dans cette commune d'Abobo, frappée par le chômage et la pauvreté, pose question au gouvernement d'Alassane Ouattara à 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quelle alternative peut-on proposer à ces jeunes déscolarisés depuis longtemps? Vous pouvez réagir, les voisins et les voisines, sur Facebook, sur Twitter, pendant la suite de ce reportage. Charlie Dupiot, vous êtes allé dans un autre quartier au sein de la commune d'Abobo, toujours dans la périphérie d'Abidjan. On appelle ce quartier BC et c'est là que se trouve ce qu'on appelle le trou, où des dizaines de jeunes microbes se reposent la journée. J'y suis allée avec Abou, le chasseur de microbes, qui mène des expéditions groupées pour en capturer certains et les remettre à la police. Donc là, on est arrivé. Oui, nous sommes arrivés. Alors là, effectivement, donc on voit un trou, au moins 50 mètres de dénivelé. Voilà, je suis au moins 50 mètres de dénivelé. Hein. Ça compte presque la moitié d'Abobo. Là, on voit au fond de ce trou, on a beaucoup de déchets. Oui, c'est comme ça. C'est comme un cratère, en fait. Justement. Et rempli d'arbres, de verdure, d'herbes. Ce qui fait qu'on peut vite être caché aussi, Oui, j'imagine. oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout ce qui fait que les enfants arrivent facilement à se cacher. Et du coup, là, on voit pas d'habitation ou de jeunes, ils sont plus loin. Ils sont au fond. Et donc, quand vous décidez d'intervenir et d'essayer de faire arrêter des microbes, vous allez là, vous descendez? Oui, moi je vais. Il y a un accès derrière. Les enfants ils ont fait des pistes où on peut descendre dans le trou. Et ils descendent vraiment à même la falaise? Jusqu'au fond. C'est par là mais qu'ils passent pour aller. De l'autre côté, ils vont s'installer. La journée, ils sont là, ils vont fumer les drogues, ils mangent avec leurs copines et puis ils sont là. Toute la nuit, là, ils ne dorment pas. Toute la nuit, ils passent en train de se balader dans la ville en train d'agresser. Il y a des opérations de police qui sont menées de temps en temps dans ce cratère? Jamais. La police n'est jamais descendue dans ce trou, c'est pas possible. Parce qu'ils ont peur de se faire massacrer par ces enfants. Et il faut leur travail à leur place. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur travail. Il faut le dire clairement. Alors là, vous êtes venu avec une arme avec vous au cas où? C'est pour faire votre sécurité et moi-même. C'est très dangereux. Regardez la maison de ces derniers. C'est à 2 mètres du trou. Mais est-ce qu'un homme qui a les moyens peut accepter de vivre dans cette maison? Ça peut s'infonder à n'importe quel moment. Ça veut dire que c'est un quartier très pauvre. Ils ont peur. Toute la population ivoirienne a peur des microbes. Monsieur, vous savez, vous, s'il y a des microbes ici? Seulement, il sait qu'il y a des petits drogués qui arrivent souvent le soir. Et ils habitent là, en bas, dans le ravin? Ils ne dorment pas là, mais ils passent tout le clair de leur temps là-bas. Pour ceux que je connais ici, qui viennent ici, ils viennent fumer et puis ils vont en ville. Ils poursuivent les gens ici. Ils peuvent sortir en nombre, soit 10, 20, avec des couteaux, soit des bouteilles cassées. Vous avez déjà été victime, vous? Non, moi, pas victime. Puisqu'on se connaît de visu. Et ils me connaissent, je les connais, donc ils ne peuvent pas m'agresser. C'est ceux qui ne connaissent pas qui agressent. Et ils connaissent tous ceux qui habitent autour. On fait avec. Souvent, nous, on descend, on les voit. On se dit bonjour, bonsoir. On les taquine un peu et puis, bon, écoutez. C'est des enfants, en fait, aussi. Tout au plus 16 ans, 14, 15 ans. Hein. Puisqu'on les connaît, on leur dit, bon, de stopper, c'est pas bien. De prendre moins, parce que ça rend fou. Ah, vous leur conseillez de prendre moins de drogue? On leur apporte les conseils qu'il faut. On cohabite, comme ils n'agressent pas, pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner demain. C'est les enfants du quartier, hein, donc beaucoup les connaissent. C'est les enfants du quartier? Oui. Il y a des parents qui sont au quartier, qui ont les enfants parmi, ils viennent les chercher. Ils ne sont pas contents de leurs enfants, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? La mort dans l'âme, ils assument. Vous avez des enfants? Bien entendu, des enfants. 22, 18, 10 ans. Et vous n'avez pas peur qu'ils basculent aussi là-dedans? Ce serait malheureux, hein. On ne sait jamais, mais je fais de mon mieux. Le coup, c'est de les encadrer, ils vont à l'école, donc je fais ce que je peux faire pour ne pas que ça donne à la drogue.
La consommation de drogue par les jeunes, c'est un vrai problème, d'ailleurs abordé récemment lors des assises de la jeunesse organisées en mars dernier par le gouvernement ivoirien. Charlie Dupiot. Oui, la Côte d'Ivoire est l'une des plaques tournantes du trafic de drogue, notamment de cannabis. C'est la drogue qui serait la plus largement consommée dans le pays. La police ivoirienne des stupéfiants et des drogues affirme avoir interpellé plus de 1400 personnes en 2014 dans le cadre d'une vaste opération de démantèlement de réseaux de vente et de consommation. Et un tiers de ces personnes auraient moins de 15 ans. Au-delà de la drogue, il reste une question que se posent d'ailleurs les habitants que j'ai rencontrés. Pourquoi la police n'intervient pas? Comment se fait-il, par exemple, que le gouvernement n'ait pas rasé ces trous fréquentés par les microbes? Cette interrogation reste entière quand on sait que le bulldozer est passé dans plusieurs endroits de la ville. Le campus de l'université, par exemple, a été nettoyé de ces éléments subversifs. Et certains habitants ont l'impression que les microbes bénéficient d'un certain soutien dans l'armée, en quelque sorte qu'ils seraient protégés. Voilà pourquoi, selon eux, peu de microbes sont arrêtés par la police et également pourquoi parmi même ceux-là, certains seraient relâchés assez rapidement. Des interrogations urgentes dans certains quartiers, comme celui de Dokui. C'est un quartier au sud d'Abobo, très proche de la commune de Cocody, plus riche, résidentielle. Visite avec Marc-Hervé Blédou-Assois, président d'une association de jeunes dans ce quartier. Voilà, nous sommes ici au quartier Dokui et nous sommes venus rencontrer un habitant d'ici qui a vraiment été victime des microbes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis sapeur-pompier. Je partais au service matin. J'ai vu deux jeunes là que j'ai vus à distance et ils faisaient semblant de se battre. Quand ils m'ont vu, ils se sont séparés. Et puis ils essayaient de passer au milieu d'eux. Ils ont essayé de prendre mon portefeuille, mon sac. Et a essayé de me saisir. C'est lui qui a pris une grosse pierre là, a frappé sur mon pied avec. Et il m'a fait mal, très mal. Le pied gauche là? Oui, pied gauche là. Vous avez encore une marque, une plaie. Voilà. Et ça fait 3-4 mois. Hein. Pour vous, ces deux jeunes-là, c'était des microbes? Ici, c'est une habitude. Il y a plein de victimes ici. Ça fait plusieurs fois qu'ils agressaient les gens là. Ils avaient déjà blessé un policier à la machette. Ils avaient poignardé une fille là aussi. Poignardé à la poitrine, au niveau du clavicule, poignardé. Depuis ce jour, les gens essaient de s'organiser dans le quartier pour mettre un peu la sécurité ici. On ne peut pas tous abandonner ce quartier pour un autre quartier. On ne peut pas aller ailleurs. La nuit, il y a surveillance, il y a des barrières qu'on a placées un peu partout. Donc vous avez mis en place plusieurs barrières comme ça, rouges et blanches, pour bloquer le passage sur les chemins? Pour filtrer le passage. Tu n'habites pas le quartier, on te voit ici à 2h du matin. Si personne ne vous reconnaît, on appelle la police. Et alors vous relayez près de ces barrières? Après de 20h, les surveillants qui sont là, c'est des jeunes du quartier. C'est pas aussi facile. Eux-mêmes ils peuvent être agressés aussi, puisqu'ils ne sont pas armés. Ils ont les sifflets, c'est tout, pour alerter. Dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas normal, chacun allume la lumière devant sa porte, comme ça ils sauront que le quartier est réveillé. Ils vont prendre la fuite. C'est ces 2 dernières années-là que ce phénomène-là même a pris beaucoup de l'ampleur. Nous sommes dans un quartier enclavé. Et là, on est vraiment dans un quartier où même pour nous, en voiture, c'était difficile d'accéder. Il n'y a pas de goudron, la piste est compliquée. C'est-à-dire que tu appelles la police, ils vont te dire que la voie n'est pas bonne. Il faut toi-même te déplacer. Avant décembre, il y a eu des agressions. J'ai été moi-même obligé d'aller jusqu'au 15e arrondissement pour dépêcher les gens. C'est quand je me suis présenté, président des jeunes, puis je leur ai expliqué l'ampleur des choses, ils sont venus. Ils ont quand même pu avoir 5 d'entre eux. Mais nous, à notre niveau, c'est l'état des routes qui crée le véritable problème. Manque de voies goudronnées, éclairage public insuffisant, bref, c'est ce qu'on appelle des conditions propices à l'insécurité, Charlie. C'est pourquoi des comités d'autodéfense, comme ils se nomment, ont essaimé, comme dans le quartier de Dokui. Cette inquiétude est un sentiment diffus à Abobo. Je me suis rendue à la mairie de la commune pour rencontrer Bamba Amara, directeur du cabinet du maire depuis 11 ans. Il appartient au RDR, le Rassemblement des Républicains, et le parti d'Alassane Ouattara. C'est des phénomènes qui ressortent de la drogue, en fait. À Bobo, il y a des zones marécageuses qui sont des fumoirs, c'est-à-dire les gens cultivent de la drogue. Et en son temps, il y avait des dealers professionnels qui vendaient de la drogue. Mais avec la crise, ces dealers ont disparu et c'est des anciens soldats, ceux qui ont fait les combats, qui ont pris la place. La drogue pouvait se retrouver à tous les coins de rue. Et eux, ils vendent aux enfants comme ils veulent. Et quand un enfant de 10 ans est drogué, bon, il peut faire n'importe quoi. Ce sont des enfants, souvent, que les gens utilisent en les droguant.
vraiment, c'est pas lié à la crise. C'est vraiment lié au problème des drogues. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a les problèmes des syndicats des transporteurs. Avant la crise, pendant la crise, après la crise, dans le milieu des transporteurs, le pouvoir s'acquiert par la force. Pour combattre un autre syndicat de transporteurs pour se disputer un terrain de contrôle. Donc en fait, ce sont souvent des enfants qui sont entraînés pour pouvoir servir d'aide à l'installation d'un certain nombre de chefs dans le domaine du transport. On a constaté qu'il y avait des complicités au niveau des parents. Parce que c'est les enfants qui rapportent des choses aux parents à la maison. Pour vous, les parents sont complices? Les parents sont complices, non, tout le monde le sait, les parents sont complices. À partir du moment où tu es là, et puis ton enfant qui a 10 ans sort de chez toi et il ne rentre qu'à 4h, 5h du matin avec des smartphones et ainsi de suite, tu dois te poser des questions. Donc il y a un problème d'éducation aussi. Voilà des photos. Bon, celui-là, il se faisait appeler Baftini. C'est avec une fouche que lui, il opérait. Voilà ses victimes. Il a été arrêté avec son complice. Un enfant de 8 ans. Ça, c'est un autre. Quand il a été pris, il a été brûlé vif. Arrêté par la population, voilà ses victimes. Et brûlé vif. Brûlé vif, oui. Parce qu'on avait demandé aussi aux différents jeunes des quartiers de se regrouper et de faire barrage. Et voilà son corps qui est là. Mais vous pensez que ça c'est une solution? Non, on n'a pas pensé que c'est une solution. Mais la population en a marre. Ça, c'est la population qui servait justice, c'est pas nous. Nous, quand on les prend, on les donne à la justice. Ce qui rend les trucs difficiles, c'est des enfants. Si on mène certaines actions, ça dit la communauté internationale sera choquée. Mais ce qu'ils font, un enfant de 10 ans qui tue quelqu'un, tout le problème est là. Mais ce phénomène-là, le phénomène microbe n'est pas lié à la pauvreté. Parce qu'à Bobo, tout le monde est défavorisé. Tout le monde sait un microbe à Bobo. On bat dans les différents quartiers avec les commissaires de police pour leur dire vraiment c'est pas bien qu'ils n'encadrent pas leurs enfants. Parce que si tu n'encadres pas ton enfant va aller à la rue et puis il va se droguer. Mais s'il se drogue, un jour ou l'autre il sera abattu. Aucun des parents ne reconnaissent que les enfants sont microbes. Et depuis 2012, au niveau de la mairie, nous on a des conseils de sécurité avec toutes les forces de sécurité au niveau d'Abobo, la police, la gendarmerie et le camp commando. Par la suite, on a vraiment tout fait pour ramener le problème jusqu'au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et c'est à partir de cet instant-là qu'ils ont demandé éventuellement tous ceux qu'on allait prendre, il fallait les emprisonner à 20 ans de prison. Et c'est comme ça que le phénomène progressivement a commencé à baisser. Depuis un certain moment, en tout cas à Bobo, c'est de façon sporadique maintenant, c'est plus comme avant. On s'est attaqué au fumoir, on sait que tout n'a pas été démantelé, mais lorsque éventuellement on maîtrise ces problèmes-là, les enfants s'ils ne se droguent pas, ils vont travailler. Ça, je suis formel là-dessus. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Le directeur du cabinet du maire d'Abobo évoque la vindicte populaire qui peut frapper ces jeunes microbes. Qu'en est-il, Charlie Dupiot? Alors, certains d'entre eux savent qu'ils prennent le risque d'être lynchés par la population s'ils sont arrêtés. C'est arrivé à plusieurs reprises. Tout récemment, d'ailleurs, au mois d'avril, un chef de gang de 25 ans, surnommé Zama, a été arrêté par plusieurs habitants. C'était dans la commune d'Atekoubé. Il a été poignardé par la foule, qui lui a aussi jeté des pierres. Il a été égorgé, tout cela filmé et posté sur Facebook. La foule lui reprochait de mener des exactions depuis plusieurs années. Ce type de lynchage apparaît à certains comme la seule solution. Pour le sociologue Fairaman Rodrigue Koné, l'émergence de ce phénomène des microbes a plusieurs causes, plus structurelles que le problème de la drogue ou même de la crise post-électorale. Ce que nous voyons n'est que la manifestation ou la face visible d'une situation, je dirais, qui a pourri depuis de longues années. D'abord par une crise économique profonde qui a commencé à se manifester dans les années 80, mais qui s'est accentuée davantage dans les années 90. Alors que la Côte d'Ivoire auparavant était un pays très développé par rapport au reste de la sous-région. Tout à fait. L'économie était fortement dépendante du café et du cacao, et donc des cours internationaux de ces produits-là. Il y a eu le choc pétrolier, je pense dans les années 70, un premier, un deuxième, qui ont donc déprécié ensuite les coûts de ces matières premières et qui finalement ont largement, drastiquement baissé les revenus de l'État. C'est comme ça que la crise a commencé. Nous avons 10% de pauvres
en 85, nous sommes passés à 49% pratiquement en 2008. Et l'État n'investissait plus dans beaucoup de quartiers. Ça, il faut le dire, les microbes, ils sont originaires pratiquement de la commune d'Abobo. Abobo, c'est une commune qui s'est pratiquement développée dans les années 70. Et ce n'était pas des constructions en dur, des espaces bien aménagés. Il y a des zones qui étaient des ravins, des zones qui sont impropres à la construction, qui ont été investies, qui ont émergé là. C'est là où d'ailleurs sont certains microbes, dans ces trous-là. Voilà, justement. Ce sont des quartiers qui sont en marge de la marginalité même. Et c'est pratiquement depuis les années 80 qu'une voie principale a été ouverte à Abobo. Mais souvent, ce sont des pistes qui ont été créées par les premiers habitants, ainsi de suite. Vu la situation de ces enfants dans des quartiers qui sont pratiquement ghettoisés depuis longtemps, où les politiques publiques sont quasi inexistantes, ils n'ont aucune perspective. C'est peut-être par la coopération, de l'aide au développement que souvent une école émerge par-ci, par-là, une adduction d'eau se fait ou encore une connexion au réseau électrique. D'ailleurs, vous verrez très bien comment les connexions, tout est parallèle dans ce système-là. Les gens créent eux-mêmes leur accès à l'électricité. Voilà, mais cette situation économique morose a contribué à tuer le pouvoir éducatif même des parents également. Les parents n'ont pas les ressources pour pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est déjà un exploit pour ceux qui vont à l'école parce que l'école a un coût qui est lié à l'achat des fournitures, que souvent les parents n'arrivent pas à supporter. Et même s'ils supportent ces coûts, je pense que les parents aussi n'y croient pas trop à l'avenir des enfants. Il y a le poids également de la famille qui à un certain moment disent aux enfants, bon, vous êtes assez grands, allez vous débrouiller pour envoyer quelque chose à la maison. Il y a beaucoup d'enfants qui habitent à Abobo, beaucoup d'enfants qui sont déjà dans le petit commerce. Des enfants qui cirent les chaussures, qui vendent les sachets d'eau. Et l'éducation se fait dans la rue. Très jeunes déjà, à Abobo, ils vont tous vers ce qu'on appelle la gare d'Abobo, où tous les quartiers convergent pratiquement. Donc déjà, les enfants, quand ils s'élèvent, leur première vision, leur premier projet, c'est d'aller à la gare, qui était un espace aussi de hors-la-loi. Dans cet espace, vous ne verrez pas une forte présence policière. Les petits larcins se font. On sent là que l'État n'y est pas. Et que ce sont les groupes de jeunes, ainsi de suite, qui font la loi. Donc on va à la gare d'Abobo pour pouvoir vendre des choses, pour pouvoir amener de l'argent. Ou on devient microbe. Bon, c'est une des options. Finalement, on arrive à des situations où, pour pouvoir survivre, la violence est une ressource normale. Pour le gouvernement, il s'agit surtout d'une question liée à la drogue. Ce positionnement justifie l'approche répressive qui a été mise en place. Il faut traiter les causes premières. Et il ne faut pas développer d'autres excuses. La question des microbes, c'est aussi la question du chômage des jeunes. Ce phénomène rend compte des difficultés de l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir faire face à des problèmes sérieux depuis près de 20 ans. « 7 milliards de voisins », c'est sur RFI. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins. Reportage aujourd'hui sur le phénomène des microbes à Abidjan. C'est ainsi qu'on les appelle en raison souvent de leur jeune âge, de leur capacité de nuisance et aussi de se faufiler partout. Charlie Dupiot, ces jeunes de 8 à 25 ans sont perçus évidemment comme des parias au sein de leur communauté. Alors comment les réintégrer? Comment éradiquer le phénomène? Certains microbes cessent eux-mêmes leurs activités par peur d'être emprisonnés, tués ou parce qu'ils n'assument plus le regard des autres, leurs voisins du quartier, leurs parents qui peuvent être au courant de leurs agissements. Se pose alors une question, celle de la reconversion professionnelle. Quand on leur demande comment ils envisagent l'avenir, certains répondent qu'ils veulent être footballeurs, mais d'autres, plus pragmatiques, tentent d'apprendre un métier artisanal, la couture par exemple, dans un atelier comme ce jeune ex-microbe. Je m'appelle Fanny Ismaël, j'ai 21 ans. J'étais un ancien microbe. La scolarité, ça n'allait pas. Quand est-ce que tu as arrêté l'école? En classe de CM2. À la maison, ça n'allait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mon petit frère souffre, mes deux petites sœurs souffrent. Ça fait mal, très mal. Donc c'est ça qui fait être un microbe. Après la crise en 2012, nous, on était
17 personnes. Quand tu étais microbe, tu arrivais à gagner combien d'argent? 50 000 francs CFA, souvent 100 000 pour toute la nuit. Tout le monde prend sa part. Souvent, on paye à la maison. Le loyer? Ouais, le loyer. On prend les Valium ou on fume la drogue. Tu parles de cannabis? Fumer ça le matin, puis encore tardivement dans la nuit encore. Ça enlève la peur dans mon cœur, quoi, avant d'aller agresser. Parce que s'il n'y a pas la drogue dans ton corps, tu ne peux pas t'arrêter devant quelqu'un. Donne-moi ce que tu as. Ça va être le couteau, hein. Tout le temps, on avait les petits couteaux sur nous. Tu vas les blesser, tu vas tout prendre, tu vas partir. Quand il rentre à la maison, souvent, il y a les sangs sur mon habit. Le sang qui n'est pas à moi. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Parce qu'il y a plusieurs amis qui sont à la Maca. En prison? Oui, en prison. C'est trop risqué. C'est ça qui m'a donné le courage aussi d'arrêter. Ça fait 4 mois maintenant. Est-ce que tu n'as pas développé une certaine addiction à ça? Une envie de prendre toujours et toujours de la drogue? Ça a été dur d'arrêter. Mais il y a eu une période de transition un peu difficile. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 1 mois. J'apprends, là en ce moment j'apprends. J'ai commencé à travailler un peu. Je veux continuer la couture. Bon, je ne gagne rien. C'est le patron qui a pitié de moi seulement. Bon. Donc là tu es encore à l'essai dans cet atelier? Oui, ici à l'essai. Comment tu vois ton avenir? Comment tu t'imagines dans 5 ans? Si il pouvait avoir des soutiens, peut-être qu'il peut me lancer dans un autre commerce comme cela. Les habits, les chaussures. Peut-être quelqu'un va m'aider un jour. Je suis Satiki Kone, le président de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, FEDOSI. À Bobo, il y a près de 60% de personnes qui ont moins de 25 ans. Sur 1,5 million d'habitants. Les jeunes sont presque tous au chômage. Il n'y a aucun jardin public où on peut aller s'asseoir. Ces jeunes-là n'ont aucune aire de jeu. On a l'impression que les gens sont coincés entre des bâtiments mal construits, pour la plupart des voies non goudronnées. C'est vrai que le goudron arrive, Dieu merci. Mais Abobo est sous pression. Et il faut, créer des zones de distraction pour les jeunes. Il faut, deuxièmement, développer l'artisanat qui est quand même une activité phare dans cette commune. Or, tous ces jeunes gens qui sont identifiés comme des microbes ont besoin de se prendre un tout petit peu en charge. Il faut insérer réellement ces jeunes gens dans le tissu économique. Nous avons fait nos petites enquêtes et nous nous sommes rendus compte que l'artisanat serait le meilleur endroit, le meilleur secteur pour, n'est-ce pas, faire travailler ces jeunes-là. Parce que la grosse masse, même à un niveau primaire, s'il y a un minimum de moyens, des centres de formation, on peut créer des centres d'incubation en artisanat, en couture, en mécanique, en menuiserie. Le besoin existe. On a juste besoin de matériel, puisque nous avons déjà les ressources humaines. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de maîtres artisans que nous avons pu recruter, qui sont dans le sens du bénévolat, qui sont membres de notre fédération, qui sont déjà prêts à former ces jeunes. Mais il leur faut du matériel pédagogique. Mais pourquoi le gouvernement ne pourrait pas courageusement dédier une zone industrielle à Bobo, alors que c'est le quartier où il y a encore des zones exploitables? Après, on veut envoyer ici le stade olympique et toutes les infrastructures de sport, parce qu'il y a de la place à Bobo. Le train passe à Bobo. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un plan Marshall vraiment pour cette commune de 1 500 000 habitants à Abidjan? En tout cas, il faut impérativement trouver une solution aux questions des microbes à Bobo. Parce qu'il y a beaucoup de reportages de la presse, la presse locale en parle, mais très peu d'Abidjanais ou très peu d'Ivoiriens savent la réalité de ce phénomène-là. On ne parle d'Abobo que lorsqu'il y a une agression, que lorsque la police fait une descente dans les fumoirs. Mais tous ces jeunes gens ont l'impression qu'ils sont ignorés. Quand on les écoute, vous vous rendez compte qu'ils sont humains et ils ont juste besoin d'une oreille attentive et de quelqu'un qui peut vraiment créer l'espoir. Il y a des personnes qui vous diront, par exemple, ça faisait 2 ans que je me nourrissais dans les poubelles, j'ai tout tenté, je ne sais pas à qui m'adresser, je suis à bas. Bref, la situation est véritablement liée à la pauvreté. Et le chômage n'est pas seulement au masculin à Bobo. Il y a les jeunes filles qui à 13 à 14 ans sont déjà des mères. Elles ne sont pas mariées. Et la prostitution prend des proportions aussi inquiétantes que le phénomène des microbes. Donc il faut véritablement trouver la solution d'Abobo à Abobo même. Parce que Abobo influence négativement pratiquement tout Abidjan. Il a dit tout à l'heure, je n'agresse pas dans mon quartier. Mais c'est ça qui explique les agressions aujourd'hui à Cocody. C'est ce qui explique les agressions ailleurs dans d'autres communes. Mais pourquoi ne pas régler le problème à la racine alors que les solutions sont possibles?
Un plan Marshall pour Abobo à Abidjan. Dans notre émission du 6 avril dernier, chez 7 milliards de voisins, justement, on avait évoqué le sujet des microbes avec Mamadou Touré, le conseiller jeunesse du président Alassane Ouattara. Et il avait alors déclaré que le problème était totalement circonscrit, je le cite, grâce à l'action du ministère de l'Intérieur et aussi de certaines ONG, que la sécurité, nous disait-il, s'était améliorée dans les quartiers concernés d'Abidjan, ce dont on ne doute pas, mais tout de même, Charlie. Oui, ce n'est pas si simple. Le centre de coordination des décisions opérationnelles, inauguré en mars 2013 pour résorber l'insécurité, est chargé de cette lutte contre les microbes. Le gouvernement se tourne aussi vers les chefs religieux, les imams notamment, pour sensibiliser les parents des microbes qui sont jugés par beaucoup démissionnaires dans leur éducation. Mais plusieurs ONG demandent au gouvernement ivoirien de prendre ses responsabilités. Il est intéressant de voir qu'on retrouve d'ailleurs la même forme de criminalité en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où des jeunes agressent aussi les passants armés de machettes et de couteaux. On les appelle là-bas les Koulana. Certains auraient même servi de garde du corps de plusieurs hommes politiques lors des campagnes électorales de 2006 et 2011. C'est ce qu'on peut lire dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Le phénomène est né au début des années 2000 en RDC. 15 ans plus tard, le problème n'est toujours pas résolu. Qu'en sera-t-il des microbes en Côte d'Ivoire ? Affaire à suivre, bien sûr. Merci pour votre reportage, Charlie Dupio, avec vos réactions, les voisins et les voisines, sur Facebook, sur Twitter et bien sûr notre adresse mail 7milliards@rfi.fr. Reportage signé Charlie Dupio, à la réalisation Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins, nous parlerons de l'amour et du remords. Ciel, mais pourquoi j'ai quitté mon ex ? Si vous tentez désespérément de récupérer votre ex ou si vous êtes parvenu à réparer vos erreurs de choix, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 ou bien vous nous laissez votre numéro de téléphone en message privé sur Facebook. Merci de votre fidélité les voisins et les voisines. On se retrouve lundi pour se parler.